Salut tout le monde, ici Raphaël avec Étienne, Jérémy et Chloé et bienvenue à Sur ce, bonne soirée, le podcast québécois où l'on vous parle de divers événements sportifs ainsi que de films en tout genre. Tout d'abord, nous allons commencer avec un retour sur WrestleMania 40 qui a eu lieu en avril dernier, accompagné d'autres événements entourant la WWE. Et pour nos films, comme à l'habitude, on continue la série James Bond avec cette fois The Spy Who Loved Me de 1974. Merci beaucoup Raphaël, on va maintenant lancer le bal avec WrestleMania 40, le 40e WrestleMania. Et c'est Triple H qui a lancé le bal, qui a ouvert ce 40e WrestleMania en mentionnant le début d'un New Era, comme il le dit donc. Une nouvelle ère de nouvelles superstars, autant les hommes que les femmes, des nouveaux championships évidemment, comme les nouveaux Tag Team Champions qui ont été montrés après WrestleMania. Mais ça a surtout été c'est vraiment l'ère Paul Levesque. Comme Stephanie McMahon l'a dit, on a tout. C'est une ère sans nécessairement le patriarche Vince McMahon dans les jambes. C'est une ère de fraîcheur, de nouveauté. Et ça a vraiment bien donné le ton à ce 40e WrestleMania. Merci Jay, donc on va tout de suite lancer WrestleMania jour 1 avec le match entre Becky Lynch et Rhea Ripley pour le Women's World Championship. Donc ça a été un match extrêmement divertissant comme match d'ouverture pour WrestleMania. Ça a été un match où les deux lutteuses vraiment ont poussé leurs limites jusqu'au bout. Vraiment, Rhea Ripley était en mission. Elle voulait vraiment démontrer à tout le monde qu'elle pouvait dominer et vaincre Becky Lynch facilement. Ça n'a pas été le cas. Au début du combat, ça a été vraiment à l'avantage de Ripley beaucoup plus, mais plus en plus le combat avançait, Becky Lynch a repris un peu le dessus. Comme j'ai dit, ça a été vraiment un match où les deux se sont poussés jusqu'à leur limite absolue, mais quand même, Rhea Ripley a réussi à défendre son titre et à rester The Women's World Champion. Par la suite, pour le deuxième match de ce jour 1, c'était le Six-Pack Tag Team Ladder Match pour les Undisputed WWE Tag Team Championship qui étaient dans le fond au Judgment Day lors de ce match. C'était le match entre DIY, Awesome Truth, The New Catch Republic, A-Town Down Under, The New Day et bien sûr les champions de Judgment Day. Donc DIY et Awesome Truth ont fait une alliance pendant le match, mais Theory et Waller de A-Town Down Under les ont bloqués et ils ont réussi à décrocher en premier les titres de SmackDown. Donc officiellement le Judgment Day avait déjà perdu un de ses titres lors de ce match. Bon, à la fin du match, Kofi Kingston a fait un senton sur tous les participants du match et Xavier Woods, qui était disponible et seul grâce à ce coup de Kofi, a essayé de prendre les titres de Raw pour les tag teams. Cependant, c'est Austin Theory qui est revenu dans le ring et a sorti Woods du ring complètement. Par la suite, on sait déjà quand The Judgment Day est présent dans un match, il y aura souvent de l'interférence et c'est exactement ce qui s'est passé avec JD McDonough qui a fait de l'interférence sur Woods et c'est là que Kofi Kingston a envoyé McDonough sur 2 tables hors du ring. Ensuite, Damon Priest va arriver, il va faire un Crucifix Bomb sur Kofi. C'est là qu'il va décider de monter sur l'échelle pour essayer de prendre les championnats de Raw. Mais The Miz arrive et lui fait un chokeslam et les deux lutteurs sont hors de combat. C'est là que Truth revient dans le ring, pousse l'échelle et fait un attitude adjustment sur Priest. Et c'est Truth qui réussit à décrocher les titres de Raw pour que finalement les titres de SmackDown aillent à Austin Theory et Grayson Waller de A-Town Down Under pour SmackDown et The Miz et R-Truth réussissent eux à décrocher les titres de Raw.
Donc, grâce à cette victoire de Awesome Truth et de A-Town Down Under, ça met officiellement terme au règne d'Undisputed Champion Tag Team pour The Judgment Day. Pour le troisième match, on avait un Tag Team match entre Rey Mysterio et Andrade contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Premièrement, il faut spécifier que le premier partenaire de Rey Mysterio était supposé être Dragon Lee. Sauf qu'avant le match à WrestleMania, Dragon Lee s'est fait attaquer backstage. Donc, il n'a pas pu être en mesure de compétitionner. Et pendant le match et avant, en fait, la plupart du monde pensait bien que c'était Santos Escobar qui avait attaqué Dragon Lee backstage. Malheureusement, pour Rey Mysterio et pour tous ceux qui pensaient vraiment que c'était Santos Escobar, on a appris quelques semaines plus tard que c'était en fait Carlito qui fait partie de la LWO avec Rey Mysterio et Dragon Lee qui a attaqué Dragon Lee. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va s'en découdre de ce que Carlito a fait dans le fond à Dragon Lee dans les prochaines semaines. Donc, pour en revenir au match, avec l'aide de Jason Kelsey et de Lane Johnson, deux joueurs de football qui jouent avec les Eagles de Philadelphie, Rey Mysterio et Andrade vont remporter le match. Donc, c'est une victoire très importante pour Rey Mysterio et la LWO. Pour le quatrième match de ce Night 1 de WrestleMania, Jey Uso affrontait son frère jumeau, Jimmy Uso, qui est la troisième bataille entre frères à WrestleMania. Le premier qui était Bret Hart contre son frère Owen Hart à WrestleMania 10. Et le deuxième qui était Jeff Hardy contre Matt Hardy à WrestleMania 25. On pourrait aussi compter Undertaker contre Kane à WrestleMania 14. Mais bon, c'est pas vraiment des frères, mais on peut le compter quand même. Donc, avant même que le match commence, les deux frères jumeaux se sont battus at ringside pour mettre un peu de piquant à la rivalité qui était devenue déjà assez grosse depuis la séparation du Bloodline. Donc, Jey et Jimmy se sont partagés, si on veut, plusieurs super kicks, ce qui est quand même une signature des deux lutteurs. Et pendant que Jey a essayé de super kick Jimmy, en tant que bon heel, il a tenté de se faire pardonner par son frère jumeau, ce qui a amené une poignée de main. Et évidemment, Jimmy, lui, il a répondu avec un super kick. Et Jimmy, ensuite, a tenté le frog splash, mais n'a seulement eu le 2 count. Et à la fin, c'est Jey qui a spear son frère et avec le Uso splash a mis terme au match. Jey a gagné ce match entre frères à WrestleMania. Pour le cinquième match de ce Night 1 de WrestleMania 40, c'était un 6-woman tag team match qui opposait Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi qui faisaient face à Damage Control formé de Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane. Le gros highlight du match, ça a été Asuka qui a accidentellement jeté son fameux Spit Mist sur la face de sa coéquipière Sane, ce qui a permis à Bianca Belair de frapper Asuka avec sa fameuse ponytail, ce qui a amené ensuite le fameux KOD. Cargill a ensuite performé son Jaded sur Kai, ce qui a permis la victoire. Ce match à WrestleMania a permis un début de rivalité entre Damage Control et Jade Cargill et Bianca Belair, ce qui a éventuellement amené à un match de championnat à Backlash. Ensuite, pour le co-main event de ce Night 1, c'était Sami Zayn, le contender numéro 1, qui affrontait Gunther, qui était champion à ce moment-ci pendant 666 jours, champion intercontinental, ce qui est un record de la WWE. Donc c'était évidemment un match que tout le monde attendait, puisque Sami Zayn a longtemps, pendant de nombreuses années, été ce qu'on appelle dans le jargon de la lutte, un jobber, un part-timer si on veut, parce que l'année d'avant,
où il y a quelques années, il a gagné les Tag Team Championships avec Kevin Owens à WrestleMania, ce qui a été assez un gros highlight de sa carrière, mais il n'a pas souvent gagné de titres mondiaux, comme on pourrait le dire, donc c'était vraiment un match très très important d'un lutteur extrêmement aimé, non seulement par le WWE Universe, mais par la super foule de Montréal. Donc pour le match en tant que tel, Gunther a tenté plusieurs fois un sleeper hold, mais Sami Zayn n'a jamais voulu taper. Il n'a rien voulu savoir. C'était uniquement la victoire dans son esprit. Évidemment, on a eu beaucoup de Blue Thunder Bomb, son fameux move signature. Et dans le cas de Gunther, il y a eu énormément de Powerbomb, un de ses coups assez critiques, mais Zayn, encore une fois, ne s'est jamais rendu aux 3 counts. Ça a toujours été un near fall. Gunther a aussi profité du fait que la femme de Sami Zayn, qui était au front row de WrestleMania 40, il en a profité pour se moquer d'elle, pour dire que son mari, c'est un moins que rien et qui sera jamais, qui restera toujours un moins que rien. Et c'est là que Sami Zayn est passé à l'action. Donc ça a été un hell of a kick et un gros brainbuster sur le top turnbuckle, un coup extrêmement critique. Et ça a été 2 hell of a kicks consécutifs, ce qui a permis à Sami Zayn d'obtenir le titre intercontinental pour une 4e fois, ce qui a mis un terme au règne de 666 jours de Gunther comme champion intercontinental. Un très très bon match. Pour le fameux main event du Night 1 qui opposait The Bloodline, composé de The Rock, ou si on préfère The Final Boss, et Roman Reigns, qui était accompagné évidemment de son wise man Paul Heyman, qui venait d'être introduit dans le temple de la renommée de WWE d'ailleurs. Il faisait face à Cody Rhodes et Seth freaking Rollins, qui était un match qui, dans le fond, si Cody Rhodes et Seth Rollins gagnaient, tous les membres du Bloodline auraient été interdits d'interférer lors du match pour le Undisputed WWE Universal Championship entre Reigns et Rhodes la soirée suivante. Dans le cas contraire, si Rock et Reigns gagnaient, le match à WrestleMania 40 Night 2 allait être sous les Bloodline Rules. Mais ça n'a jamais été spécifié ça allait être quoi. Donc ça a laissé beaucoup de suspense pour ce fameux main event. Donc évidemment, il y a eu énormément d'actions dans le ring, mais il y a aussi eu énormément d'actions à ringside. Donc évidemment, Rock et Rollins qui se sont battus dans le ringside, et Roman Reigns et Cody Rhodes qui se sont pas mal lâchés lousse dans le ring. Donc le plus gros highlight de ce match, ça a été quand Roman Reigns a tenté le spear sur Cody Rhodes, et Seth Rollins qui est venu le sauver, c'est The Final Boss qui a pris le coup. Donc ça a été un très très bon moment dans la soirée et dans le main event évidemment. Pour la fin du match, c'est Cody Rhodes qui a tenté les 3 crossroads consécutifs sur Roman Reigns, mais c'est Rock qui a fouetté Cody Rhodes avec le weight belt, celle qui était marquée fameusement Mama Rhodes, ce qui a permis à Reigns de spear Cody Rhodes, et Reigns a tag in The Final Boss, qui a performé son fameux People's Elbow, ce qui a permis au match de se conclure avec une victoire pour le Bloodline. Donc pour le Night 2, le main event de WrestleMania 40 allait être sur les Bloodline Rules. Merci au Final Boss. Petit fait cocasse sur ce match, c'est le 2e plus long match dans l'histoire de WrestleMania. Le plus long étant Shawn Michaels contre Bret Hart à WrestleMania 12 lors du fameux Iron Man match. Merci beaucoup Jérémy. On peut maintenant passer à la seconde nuit du WrestleMania 40 qui s'était ouverte avec Stephanie McMahon qui déclarait « Welcome to the Paul Levesque era », qui fait écho à ce que Jérémy avait dit au début pour la Night 1. Bon, déjà, premier match de cette seconde nuit, Drew McIntyre contre Seth Rollins.
pour le World Heavyweight Championship. Ce match s'était conclu par une victoire de courte durée pour Drew McIntyre, qui a sans doute tenu le titre pour la plus courte période qui soit. Bon, tout d'abord, Drew avait célébré sa victoire aux côtés de sa famille qui l'avait rejoint sur le ring. Mais à un moment donné, il s'en va à la table des commentateurs où se trouvait CM Punk qui avait été invité pour commenter le match. Et là, Drew s'est mis juste à se moquer de lui. Il l'a taunté en lui disant qu'il allait mettre fin à sa carrière. Il avait même posé. Il a même fait des pauses pour l'énerver encore plus. Et ça s'est retourné contre lui parce que CM Punk, qui avait un bras dans une attelle, tout d'abord, il lui a tiré la jambe, il l'a fait tomber sur la table des commentateurs avant de le frapper avec son attelle plusieurs fois. Et ensuite, Damien Priest est arrivé, il a débarqué sur scène avec sa valise de Money in the Bank, avec laquelle il a foutu un coup à la tête de Drew McIntyre pour to add insult to injury, si je puis me permettre. Après cela, Priest a effectué son South of Heaven sur Drew, a fait le pinfall de 3 secondes et lui a volé son titre. Suite à ça, Priest a célébré cette victoire que je qualifierais de cruellement volée aux côtés de son équipe de Judgment Day, qui compte par exemple Rhea Ripley et Dirty Dominic Mysterio. Mais avant, passons au deuxième match de cette soirée, qui était un 6-man Philadelphia Street Fight qui opposait Bobby Lashley, les Street Profits, composés de Angelo Dawkins et Monte Ford, ainsi que Bobby Fab contre The Final Testament, composé de Karrion Kross, Akim et Razor, ainsi que Scarlett et Paul Ellering. Ce match s'était conclu par une victoire de Lashley et des Street Profits. C'était un gros match règlement de compte pour ces deux équipes-là. C'est une rivalité de longue date qui remonte environ jusqu'en décembre, cette rivalité entre The Pride et The Final Testament. En décembre dernier, Kross, le Harbinger of Doom et Bobby Lashley, dit The Almighty, s'était battu pour le Number 1 Contender Championship Tournament où Kross a été éliminé. Un peu plus tard, au Nouvel An, précisément au SmackDown New Year's Revolution, Kross a attaqué par surprise Bob Lashley et les Street Profits, sauf qu'il n'était pas seul. Il était accompagné de sa manager Scarlett, qui a fait un retour à la WWE avec un tout nouveau look, un look beaucoup plus sombre. Et à leur côté, il y avait également les Authors of Pain et Paul Ellering, qui eux aussi faisaient leur retour à la WWE, en plus de former avec Kross et Scarlett The Last Testament. La rivalité entre les deux équipes, celle de Lashley et Kross, n'a fait qu'empirer lorsque les deux messieurs se sont tous les deux éliminés au Royal Rumble 2023. D'autant plus qu'à ce moment-là, The Pride avait rajouté B-Fab à son équipe. Donc ça, c'était pour le deuxième match de la nuit 2. Passons maintenant au troisième match, un autre match règlement de compte. Celui-ci opposant LA Knight à AJ Styles. Le match, c'est... tout d'abord, AJ Styles s'est présenté avec une toute nouvelle musique d'intro, avant de se lancer directement sur le ring pour attaquer LA Knight. Mais la victoire a été accordée à LA Knight. Et pour lui, ça a été sa toute première victoire à WrestleMania. Et d'ailleurs, LA Knight a dû se sentir très bien avec cette victoire, car AJ Styles lui avait coûté la chance d'être le number 1 contender contre Seth Rollins à cause d'une interférence lors d'un chamber match en Australie, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce qui conclut cette première moitié de la nuit 2. Je laisse la parole à Chloé qui va conclure. Merci Raphaël.
Donc moi, je vais enchaîner avec le jour 2 pour Logan Paul contre Kevin Owens et Randy Orton. C'est un triple threat match pour le United States Championship. Logan Paul arrive dans un gros Prime Monster Truck et pour 2 années consécutives avec une mascotte de Prime. Kevin Owens arrive dans une carte de golf et donne même à Randy Orton un lift vers le ring. Le combat était merveilleux avec des spectateurs incroyables qui riaient de Logan en disant Powerade et de l'eau pour sa boisson Prime. Le combat a fini lorsque Orton se préparait pour punt Paul dans la tête lorsque sa mascotte qui s'est révélée être ISO Speed le sauve. Orton finit Speed avec un RKO sur la table des commentateurs. Ensuite, Owens a essayé un pop-up powerbomb sur Orton, mais Orton le contre et réalise un RKO sur Owens. Paul ensuite lance Orton hors du ring et réalise un frog splash sur Kevin Owens pour retenir le United States Championship. Passons à l'autre combat, Bayley contre Io Sky pour le WWE Women's Championships. Un combat important pour les deux lutteuses qui étaient dans la même équipe quelques semaines auparavant. Belle performance des deux tout au long du match. Ça a été un match fortement disputé au niveau de la lutte. Vers la fin du combat, Sky réussit un moonsault, mais Bayley réussit à s'en sortir pour ensuite faire un elbow drop et un Rose Plant sur Sky pour réussir à remporter le titre face à son ancien ami. Et maintenant, le dernier combat, ce qu'on attendait tous, le main event, Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le Undisputed WWE Universal Championship. Il faut se rappeler que grâce à la victoire de Roman et de Rock à la soirée 1, le match allait se dérouler sous les règles de la Bloodline. Rhodes avait beaucoup à faire pour finir son histoire et gagner le titre. Ce fut un combat où les deux lutteurs ont poussé leurs limites jusqu'au bout. Le Tribal Chief a même volé le finisher de Cody et a réalisé le Crossroads, mais Cody a réussi à s'en sortir et a répondu avec un Bionic Elbow en honneur de son père Dusty Rhodes. Il a ensuite réussi un Spear et un premier Crossroads sur The Head of the Table, mais juste avant de réussir un deuxième, Jimmy Uso lui envoie un Super Kick en plein visage. Jay est alors sorti pour prêter main forte à Rhodes. Jay réalise un Spear sur Jimmy et les deux sont hors combat. C'est là que Solo Sikoa arrive et réalise avec Roman un Spike Spear que Rhodes réussit à s'en sortir par miracle. John Cena, qui maintenant arrive et vient en aide à Cody en s'occupant de Sikoa et faisant un AA à Reigns. Mais la Bloodline a envoyé sa carte cachée, le Final Boss de Rock qui arrive et réalise un Rock Bottom sur Cena. Peu après, la musique du Shield se fait entendre et Seth Rollins arrive sur le ring avec une chaise, mais Roman réussit un Superman Punch pour le contrer. C'est alors que les lumières du stade se ferment et Undertaker arrive dans le ring et chokeslam le Final Boss. Cody Rhodes réussit finalement 3 Crossroads consécutifs pour finir son histoire et remporte le WWE Undisputed Universal Championship. Quelle carte pour WrestleMania 40. Vraiment, ça a été un des WrestleMania les plus réussis. Surtout que c'est le premier WrestleMania que Triple H lead de A à Z. Fait que ça a été un super beau début pour le Paul Levesque era. Puis d'ailleurs, c'est Cody Rhodes à la fin de WrestleMania, après avoir battu Roman Reigns, qui a dit c'est le début d'une nouvelle ère et ça a été vraiment réussi. Et parlant d'ère, évidemment, la WWE qui s'appelait avant la World Wrestling Federation, mais qui a dû changer de nom à cause d'une petite chicane entre une autre compagnie qui s'appelle WWF.
Donc, il y a eu plusieurs ères dans cette compagnie-là. Il y a eu en premier ce qu'on appelle la Golden Era, qui se passait de 1980 à 93 environ. Ça, on était plus focusé, si on veut, sur les personnages que la lutte elle-même. Donc, on avait des gros personnages du genre Iron Sheik, Hulk Hogan, évidemment, qui était pas mal la face de cette Golden Era, Macho Man, Randy Savage, Ultimate Warrior, King Kong Bundy. Vraiment, on était plus focusé sur des personnages. Mais la lutte était quand même présente, mais c'est pas ce qu'on a vu dans la prochaine, qui est la New Generation Era. Là, on était plus dans la lutte. On gardait les personnages, mais on avait un peu plus d'attitude et on était plus dans de la lutte beaucoup plus technique. Dont le match que j'ai mentionné, plutôt Shawn Michaels contre Bret Hart à WrestleMania 12, qui était un des gros highlights de cette New Generation Era. C'est un match qui est plutôt... que les gens trouvent plate parce que ça a été un 60 minutes plus de l'overtime jusqu'à la victoire de Shawn Michaels avec le Sweet Chin Music. Mais c'est un match qui est très technique et qui est extrêmement aimé, mais à la fois qui est considéré comme un des plus plates. Mais bon, ça se comprend un peu, c'est quand même 60 minutes de lutte non-stop. Ensuite, on a la Attitude Era, que je pense que c'est l'ère préférée de beaucoup de fans de lutte parce que c'est vraiment là que la lutte était à son plus extrême. C'était beaucoup plus edgy, des edgier storylines, des personnages beaucoup plus réalistes. Donc évidemment, il y avait The Rock, Triple H, Mick Foley, Mankind, je vais le dire aussi, c'est la même personne. Undertaker, évidemment. Stone Cold Steve Austin. Shawn Michaels qui était un peu là jusqu'à sa blessure, Kane, beaucoup de gens qui vont se rendre dans le Hall of Fame ou qui le sont déjà, par exemple Undertaker. Donc ça a été vraiment dans le sens où si vous voulez voir des vidéos de gens qui se font donner des gros coups de chaise en pleine tête, allez voir des vidéos de la Attitude Era. Ça a seulement été 5 ans par exemple, de 97 à 2002 jusqu'à ce qu'il y ait... évidemment, la création de la NWO et la Ruthless Aggression Era. Vraiment, la Attitude Era, c'est légendaire. Et ça a commencé lors du King of the Ring 96, quand Stone Cold Steve Austin a battu Jake the Snake Roberts pour dire Austin 316 said I just whipped your ass, qui a pas mal été le début de cette ère beaucoup plus edgy de la lutte professionnelle. Ensuite, au début des années 2000, évidemment, on a eu la création on a eu des Invasion dans la lutte et le fameux NWO, le New World Order, formé de Kevin Nash, Scott Hall et évidemment Hollywood Hulk Hogan, qui est probablement la meilleure faction qui a jamais été créée. T'sais, même aujourd'hui, on a la LWO qui fait référence évidemment à la NWO, qui a tellement marqué l'univers de la lutte. Et pendant ce Ruthless Aggression Era que j'avais nommé précédemment, on a eu des gars du genre Booker T, Lance Storm, Rock Van Dam, qui a aussi fait son temps à ECW, mais ça c'est plus tard. Mais évidemment, Ruthless Aggression Era est synonyme de, évidemment, des gars comme Eddie Guerrero, Rey Mysterio, mais surtout John Cena. John Cena vraiment a marqué cette ère-là avec des gars comme Randy Orton, Batista, des gars qui étaient des gros nobody quand ils sont arrivés à la WWE et que maintenant c'est des légendes de leur époque respective. Quand on parle de John Cena, je pense que tout le monde... si je crie John Cena dans la salle ou dans la rue, tout le monde va le reconnaître. Randy Orton et son fameux RKO. Ça a vraiment été... Disons que le Ruthless Aggression Era a presque été une époque très connue dans la culture populaire. Tu sais, le RKO, John Cena, tu sais, tous ces gars-là ont pas mal été ancrés dans la culture populaire elle-même, ce qui marque à quel point la Ruthless Aggression Era était extrêmement importante au sein de la lutte. Ensuite de ça, on a eu le PG Era. Là, les coups de chaise à la tête, ce n'était plus vraiment la mode, alors que pendant le Ruthless Aggression Era, il y en avait encore. Donc là, ça a vraiment été l'époque des coups de chaise dans le dos, plus...
on accueillait un petit peu plus les enfants adolescents dans ce PG era-là, qui était de 2008 à 2014 d'ailleurs. Et ça a vraiment été de la lutte tout public, évidemment. Je peux nommer des matchs, par exemple, Shawn Michaels contre Undertaker à WrestleMania 26, The Rock contre John Cena à 2 WrestleMania consécutifs, ce qui a un peu créé de la controverse, mais on s'embarquera pas là-dedans. Et dans ces mêmes allées-là, il y a eu le launch de NXT qui est rendu quand même assez colosse et assez brillant comme programme que Triple H a géré pendant quelques temps, que c'est maintenant Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, qui gère la place. Puis NXT, ça... disons que les premières saisons, c'était plus une espèce de concours qui était plus ou moins de la lutte. Mais aujourd'hui, c'est vraiment rendu vraiment quelque chose de gros. Des gros gars ont été là, comme Samoa Joe, Finn Balor, Shinsuke Nakamura, pour en nommer quelques-uns. On entre maintenant dans l'ère que je préfère vraiment moins, le Reality Era. Ça a commencé à WrestleMania 30, quand Brock Lesnar a battu Undertaker. Ce qui est devenu, le record d'Undertaker est devenu 21-1, ce qui a pas mal fait chier bien du monde, pour le dire comme ça. Et ça a évidemment été l'ère Daniel Bryan beaucoup, parce que Daniel Bryan qui avait gagné les 2 titres, la victoire contre Triple H et la victoire contre Batista et Randy Orton, qui était un peu un flashback à WrestleMania 20, vu que Daniel Bryan avait gagné de la même façon que Chris Benoit dans ce match. Et ce Reality Era-là a surtout été marqué par l'émergence très légère, pour le moment, de Roman Reigns, qui avait vaincu Triple H pour le WWE Championship à WrestleMania 32, qui se passait à Arlington, Texas. Et c'était... pourquoi je dis que c'est pas mon air préféré, c'est parce que WrestleMania 32 a surtout été un WrestleMania très 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 poche. Premièrement, le main event, qui était Roman Reigns contre Triple H, c'était un main event que tout le monde a jamais voulu. C'était un main event qui était poche. Tout le monde huait. Le seul bon moment, c'est quand Roman Reigns a spear Stephanie McMahon. C'est le seul bon highlight de ce match-là. Sinon, tout le monde savait que Roman Reigns allait gagner. Donc, ça l'a un peu ruiné le fun. Mais on a eu d'autres matchs. Shane McMahon contre Undertaker, Hell in a Cell. C'était pas le match le plus brio de tous les temps, mais c'était bon. T'sais. On a revu Shane McMahon, ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu à la lutte. Et c'était un retour à Undertaker qui était à ce moment-là 22-1, qui a upgrade à 23-1. Ensuite, on a eu le New Era de 2016 à 2021, donc quand la pandémie a un peu ruiné le fun de la lutte, si on veut, vu qu'on n'avait plus... il n'y avait plus de public. Ça a surtout été marqué par Roman Reigns, AJ Styles, ça a été vraiment les débuts. Ça a surtout été la séparation vraiment de Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose, qui était le Shield dans le temps. Donc ça a vraiment... Dean Ambrose, lui, qui a été champion, qui a eu une rivalité avec AJ Styles. Roman Reigns qui a été champion, Seth Rollins, qui dans le temps était avec The Authority et qui est devenu un solo, si je peux le dire comme ça. Donc, ça a été aussi une ère pour les femmes, évidemment. Donc, Charlotte Flair, évidemment. Sasha Banks, qui étaient les 2 grosses faces pour les femmes dans la compagnie dans ce temps-là. Et on a aussi arrêté d'appeler les femmes les divas, comme on le faisait dans le temps. Ça a vraiment été des superstars, tout comme les hommes. Et ensuite de ça, il y a eu évidemment d'autres WrestleMania, mais... La compagnie a surtout été frappée par, comme tout le monde dans le monde, la COVID-19. Donc, ça a été un WrestleMania 37 sans public. Et ça a été l'ère Drew McIntyre, d'ailleurs, qui avait gagné le Royal Rumble en éliminant Brock Lesnar, si je me souviens bien, en dernier, ou presque. Il avait été, je pense, 28e ou 29e à ce Rumble-là. Mais ça a été vraiment l'ère, une grosse ère, Drew McIntyre, qui avait été champion, alors qu'aujourd'hui, on peut un peu rire de lui, mais c'est... On aime bien Drew McIntyre, il joue bien son heel. Et aujourd'hui,
On a WWE qui ont fusionné avec TKO, le TKO Group Holdings de son nom. C'est un contrat qui a été complété le 12 septembre 2023 et ça a été aussi le temps du changement de leadership, ce qui a amené Paul Lévesque, Triple H, comme on le connaît tous, comme étant vraiment le head of the table, si je peux le dire comme ça, vraiment le boss, le nouveau Vince. Et on est maintenant rendu à un Paul Lévesque era avec vraiment Cody Rhodes comme face première de cette ère. Donc WrestleMania 40, ça a été vraiment un cocktail fait à la perfection d'un peu toutes ces ères-là, incluant le Golden Era et le New Generation Era. Mais on a eu évidemment The Final Boss, qui est une des grosses phases de l'Attitude Era. On a eu John Cena, Ruthless Aggression Era. Il y avait Randy Orton, Ruthless Aggression Era. Donc on avait énormément de grosses icônes de leur époque respective. Donc évidemment sans oublier Undertaker qui lui c'était à la fois New Generation Era, Attitude Era, Ruthless Aggression Era. Lui a été là pendant quand même une trentaine d'années. Donc Undertaker lui a vraiment passé le test du temps avec brio. Évidemment Triple H, lui qui est toujours là, qui va rester là pendant un grand nombre de temps. Donc, ça a été vraiment un WrestleMania qui a pu nous rendre à la fois nostalgiques et nous rendre fiers de la nouvelle era que Triple H nous amène. Merci, Jay. Commençons cette nouvelle ère par parler de Rhea Ripley. Lors du Raw After Mania, on apprend que Rhea Ripley subit une blessure lors de son altercation en coulisses avec Liv Morgan. Ripley se fait attaquer avec une chaise pour ensuite se faire lancer dans le mur. Ripley souffre d'une déchirure du ligament acromio-claviculaire qui lie la clavicule à l'acromion, une partie supérieure à l'omoplate, une blessure qui force à immobiliser son bras durant 4 à 6 semaines si elle n'a pas besoin d'opération, sinon ça peut aller jusqu'à 3 mois. Le 15 avril dernier, Rhea Ripley a officiellement abandonné son titre justement à cause de sa blessure. Pour déterminer la nouvelle championne, ils ont fait un Battle Royale à Monday Night Raw avec 15 filles partantes. Nia Jax, Liv Morgan et Lynch, les 3 dernières restantes. Lynch et Morgan ont travaillé ensemble pour sortir Jax. Le match a ensuite fini au bout du ring. Lynch a été capable de faire son Manhandle Slam et élimine Morgan. Becky Lynch devient la nouvelle championne féminine de la WWE. Merci Chloé. Il faut aussi parler d'un retour d'une personne qui a été absente pendant quand même 8 mois. C'est Sheamus. Mais juste avant, j'aimerais vous ramener au 18 août 2023 à SmackDown. C'était la dernière fois où on avait vu Sheamus en action. Il affrontait Edge dans ce qui était en plus le dernier match de Edge dans la WWE. Et Sheamus a perdu ce combat et s'est blessé à l'épaule et au dos pendant ce même match. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a été absent de la compétition pendant les 8 mois suivants. Et il revient à Raw le 15 avril de cette année et affronte ce jour même Ivar qui, Sheamus, réussit à le battre pour obtenir sa première victoire en 8 mois. Lors du lundi suivant, encore une fois à Raw, il vient confronter son ami Drew McIntyre dans le ring et pour ensuite remporter son deuxième match depuis son retour, cette fois-ci face à Shinsuke Nakamura. Le vendredi suivant à SmackDown, lors de la première ronde du draft 2024, il est repêché par Raw, donc reviendra à Raw pour maintenant faire partie de cette brand. Par la suite, il s'est déclaré pour le King of the Ring Tournament et ce dernier lundi a affronté en première ronde Gunther. Ça a été un match extrêmement bien disputé des deux hommes.
Mais Gunther a réussi à remporter la victoire par soumission grâce à une soumission sur le genou de Sheamus qui était gravement endommagé dû à ce match. Donc, malgré un retour triomphal pour Sheamus depuis son absence, malheureusement, il doit s'incliner en première ronde du King of the Ring Tournament et on a vraiment hâte de voir ce qui va être pour la suite pour lui. Merci beaucoup, Étienne. On va maintenant faire un petit retour sur Drew McIntyre. Tout d'abord, McIntyre avait commencé à la WWE de 2007 à 2014 avant d'être renvoyé. De 2012 à 2014, il faisait partie du 3MB aux côtés de Jinder Mahal et Heath Slater, avec qui ses performances avaient décliné. Il n'avait gagné aucun match et c'est ça qui a mené à son départ de la compagnie en 2014. Faisons maintenant un saut dans le temps, pour être exact, en novembre 2023 à Raw, où Drew a aidé The Judgment Day, composé de Finn Balor et Damien Priest, à maintenir leur titre de Undisputed WWE Tag Team Championship contre Cody Rhodes et Jey Uso. Grâce à une attaque sur Uso, pour être exact, il a effectué sa Claymore sur lui. Après le match, McIntyre a serré la main aux membres du Judgment Day, Rhea Ripley, dont Chloé avait parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, cette poignée de main, ça a été la première fois depuis janvier 2020 que Drew McIntyre turn heel. La semaine suivante, McIntyre a accepté une offre de Ripley de se joindre au Judgment Day, composé de Balor, Priest, Dirty Dominic Mysterio et JD McDonough. Dans un match de War Games à Survivor Series War Games pour l'opportunité d'aller foutre quelques coups à Uso. À cet événement qui s'est déroulé le 25 novembre, McIntyre et le Judgment Day ont malheureusement perdu contre Cody Rhodes, Seth Rollins, Uso, Zayn et ainsi que Randy Orton qui avait fait son retour. Le 1er janvier 2024 à Day One, McIntyre s'est encore une fois mesuré à Seth Rollins pour lui prendre son titre, mais il s'est fait battre. 26 jours plus tard, au Royal Rumble, pour être exact, le 27 janvier, McIntyre est entré McIntyre est entré dans le match au numéro 29, éliminant ainsi Ricochet et Sami Zayn avant d'être lui-même éliminé par CM Punk. Le 9 février à SmackDown, McIntyre a réussi à battre AJ Styles pour se qualifier à un match d'Elimination Chamber pour hommes à Elimination Chamber Perth. À cet événement-ci, il est allé se battre contre Randy Orton et a réussi à gagner, ce qui lui a permis d'avoir un match de revanche contre Seth Rollins à WrestleMania 40, dont j'ai parlé plus tôt dans le podcast, dont on connaît l'histoire. Il l'a battu, il l'a célébré, après il est allé taunter Punk. Punk l'a fait tomber sur la table, il a foutu des coups avec son plâtre essentiellement. Ensuite, Damien Priest est arrivé, lui a fait faire le pinfall de 3 secondes et il lui a volé son titre. Suite à cela, déjà pendant un certain temps, les gens n'étaient pas... En fait, suite à cela, pendant un certain temps, Drew McIntyre n'avait pas re-signé avec WWE. Avec la WWE. Donc, les gens se demandaient ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait faire autre chose ou pas? Mais finalement, c'est le 28 avril que Dwayne The Rock Johnson, dit The Final Boss, a annoncé que McIntyre avait re-signé avec la compagnie. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Le 6 mai à Raw, Drew McIntyre était censé se battre contre Finn Balor au King of the Ring Tournament, mais a dû être retiré à la dernière minute dû à une fracture à l'épaule.
il est fortement possible que lorsque McIntyre sera rétabli de sa blessure, que lui et CM Punk auront une rivalité. Parce que c'est partiellement à cause de lui qu'il a perdu son titre de World Heavyweight Champion. Merci Raphaël. Maintenant, je vais vous parler de la situation du Bloodline. Roman Reigns perd son combat contre Cody Rhodes et Jimmy Uso perd contre son propre frère jumeau Jey Uso. Cela permettra à Roman Reigns à prendre du repos comme il le voulait. Ensuite, Solo qui prend un peu la relève et sort Jimmy Uso avec une scène en disant qu'il l'aime beaucoup et boum, un nouveau contestant prend sa place. Tama Tonga, le fils de Haku. Tanga était dans une autre promotion et savait qu'il allait débuter la WWE. Pendant SmackDown, Tama Tonga attaque par derrière et commence à battre Jimmy. Cela confirme que Jimmy se fait sortir et Tonga rentre dans le clan. Après ce combat, Jimmy se blesse et ne reviendra pas pendant un bout. Avec la défaite de Roman Reigns, son manager Paul Heyman se sent vraiment inconfortable dans cette situation et surtout devant la Bloodline. On se demande vraiment où la Bloodline s'en va avec tous ces trucs et qui est vraiment le leader. Est-ce que c'est vraiment Roman Reigns ou Solo a pris sa place? Et qu'est-ce qui va arriver quand Roman va revenir? Merci beaucoup, Chloé. Passons maintenant au draft de SmackDown 2024. Tout d'abord, Roman Reigns n'a pas fait partie du draft pour cette année, ce qui fait qu'il sera maintenant un agent libre jusqu'à ce qu'il revienne. Suite à ça, la soirée a commencé avec AJ Styles et Cody Rhodes qui ont officialisé leur match à Backlash. Et on passe maintenant à la round 1. SmackDown lance le bal en choisissant Bianca Belair, suivi par Raw qui choisit Jey Uso. SmackDown ensuite choisit en troisième pick du round 1, Carmelo Hayes, et Raw conclut cette première ronde avec Seth Rollins. Pour la round 2, SmackDown commence en choisissant Randy Orton, suivi par Raw qui prend Braun Breaker. SmackDown pour le troisième pick prend Nia Jax, suivi par Raw qui conclut avec Liv Morgan. Pour le round 3, SmackDown commence avec LA Knight, suivi par Raw qui choisit Ricochet. SmackDown ensuite choisit The Bloodline, le Bloodline au complet pour le pick 3 et le pick 4 pour Raw et Sheamus. Et finalement, nous avons le round 4. SmackDown commence avec AJ Styles, qui avait officialisé son match à Backlash contre Cody Rhodes, suivi par Raw qui prend Alpha Academy pour le pick 2. Au pick 3 pour SmackDown, nous avons Andrade, et finalement au pick 4 pour Raw, Kiana James. D'autres picks ont été rajoutés suite à cette soirée, et ces choix ont été Baron Corbin pour SmackDown, Alba Fire et Isla Dawn pour Raw, The O.C., qui est composé de Luke Gallows, Carl Anderson et Mission pour SmackDown, Ivar pour Raw, Cedric Alexander et Ashante The Adonis pour SmackDown, Shayna Baszler pour Raw et Zoe Stark pour Raw. Donc voilà qui conclut les choix pour la première nuit de SmackDown. Étienne va poursuivre avec la deuxième nuit. Merci Raphaël, donc on va tout de suite y aller avec la soirée numéro 2 du draft qui se passait à Raw. Donc pour la première ronde, le premier choix a été Imperium pour Raw, qui contient Gunther et Ludwig Kaiser. Il faut se rappeler que Imperium avant ce Raw était 3, mais ils ont mis dehors leur autre participant qui était avec eux, qui était Vinci. Pour le premier pick de SmackDown, Jade Cargill. Par la suite, Damage Control qui passe de SmackDown à Raw, donc Io Sky, Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka. Et pour le dernier choix de la première ronde, Kevin Owens qui lui va rester à SmackDown. Pour la deuxième ronde, le premier choix de Raw a été CM Punk. Pour SmackDown, ça a été The Pride
qui est composé de Bobby Lashley, Angelo Dawkins, Montez Ford et B-Fab. Pour le troisième choix, Raw est allé avec Braun Strowman qui a fait un retour ce lundi. Et le dernier choix de cette deuxième ronde est allé à SmackDown avec Tiffany Stratton. Pour la troisième ronde, le premier choix à Raw est allé avec le LWO, composé de Rey Mysterio, Cruz del Toro, Joaquin Wilde et Zelina Vega, tout comme Carlito, même si on a appris le vendredi précédent que Carlito avait attaqué Dragon Lee. Carlito a quand même été draft avec la LWO. Pour le premier choix de SmackDown, Legado del Fantasma est resté à SmackDown. Cette équipe est constituée de Santos Escobar, Elektra Lopez, Humberto Carrillo et Angel Garza. Pour le troisième choix, Raw est allé de Drew McIntyre. Et le dernier choix de cette ronde, SmackDown a décidé d'opter pour Shinsuke Nakamura, qui passe de Raw à SmackDown. Pour la quatrième ronde, le premier choix à Raw est allé avec The Judgment Day, constitué de Dominic Mysterio, Finn Balor et JD McDonough. Pour SmackDown, le choix s'est arrêté sur Naomi. Le troisième choix de ce quatrième tour est allé de NXT, Ilya Dragunov, qui fait son entrée à Raw. Et pour le dernier choix de cette quatrième ronde, Piper Niven et Chelsea Green passent de Raw vers SmackDown. Pour le cinquième tour, le premier choix a été de New Day, composé de Xavier Woods et Kofi Kingston. Pour le premier choix de SmackDown de cette cinquième ronde, ça a été Pretty Deadly, composé d'Elton Price et de Kit Wilson. Le troisième choix, on est allé piger à NXT encore une fois pour Raw, Lyra Valkyria. Et le dernier choix de cette cinquième ronde, SmackDown est allé avec Indy Hartwell et Candice LeRae. Pour le sixième tour du draft, Raw est allé avec le Final Testament, composé de Karrion Kross, Scarlett, Akam et Rezar, et du manager Paul Ellering. Pour SmackDown, on y est allé de Tommaso Ciampa et de Johnny Gargano, DIY, qui honnêtement avait besoin d'un nouveau départ dans une nouvelle branche de la WWE. Pour Raw, on y est allé de Big Bronson Reed pour le troisième choix. Et le dernier choix, on est encore une fois allé piger du côté d'NXT. Pour SmackDown, c'est Blair Davenport qui va faire son entrée sur la grande scène. Et tout comme à SmackDown le vendredi précédent, il y a eu quelques choix après la fin de Raw. Donc, tout d'abord, The Creed Brothers et Ivy Niles restent à Raw. Giovanni Vinci, l'ancien lutteur qui faisait partie d'Imperium, lui passe de Raw à SmackDown. On a bien hâte de voir ce qui va se passer dans son cas. Natalia, tant qu'à elle, va rester à Raw. Apollo Crews, de son côté, s'en va vers SmackDown. Dijak, lui, à Raw. Tegan Knox à SmackDown. The New Catch Republic, qui contient Pete Dunne et Tyler Bate à Raw. Odyssey Jones à Raw. Et le dernier choix de ce draft, Kaden Carter et Katana Chance, eux, à Raw. Il y a quelques lutteurs, comme Raphaël avait mentionné un peu plus tôt, dont Roman Reigns, qui, eux, ne seront pas draft pour le moment, puisqu'ils sont blessés. Je pense aussi, entre autres, à, bien sûr, Rhea Ripley aussi. Donc, ces lutteurs-là seront agents libres jusqu'à temps qu'ils reviennent de blessure, et lorsqu'ils reviendront, ce seront vraisemblablement à eux de faire un choix entre SmackDown ou Raw. Donc, je vais continuer avec un sujet qui m'intéresse de plus en plus les semaines avancent. C'est bien sûr
le retour possible de Uncle Howdy. Pour vous mettre un peu en perspective, Uncle Howdy a été créé, si l'on veut, un peu dans la période COVID, post-COVID, lorsque Bray Wyatt s'est révélé en étant The Fiend, et c'était vers la fin vraiment de Bray Wyatt qui malheureusement a été atteint d'une maladie et peu de temps après, malheureusement, a été victime d'une crise cardiaque et est mort juste un peu avant son retour à la WWE. Et donc, c'est lui vraiment qui a créé, si on veut, le personnage de Uncle Howdy, qui on pensait au début, entre autres, que c'était Bray Wyatt qui incarnait Uncle Howdy. Bien sûr, on sait que ce n'était pas lui, et lorsque Bray Wyatt a malheureusement disparu, si on peut le dire ainsi, le personnage de Uncle Howdy et toutes les storylines le mettant en vedette, si on veut, ont été abandonnés et n'ont plus été montrés à la télévision. Mais le 1er avril de cette année, il y a un documentaire sur la vie et tout ce que Bray Wyatt a fait dans la WWE qui a vu jour. Et c'est vers la fin du documentaire que la WWE a décidé de tease un peu les auditeurs. C'est là qu'on a réussi à voir vraiment vers les dernières images du documentaire une silhouette qui ressemblait fortement à Uncle Howdy avec devant lui la lampe mythique de Bray Wyatt. Depuis la fin de WrestleMania 40 et le premier Raw After Mania, on a plusieurs teases, plusieurs glitches, plusieurs barcodes qu'on peut apercevoir lors des diffusions de Raw et SmackDown qui nous amènent à des sites de la WWE où on peut voir certaines vidéos, certaines images, certaines écritures, si l'on veut, d'un possible retour de Uncle Howdy et d'un possible retour d'une soi-disant Wyatt Family. Au début, plusieurs spéculations allaient en l'encontre que ça aurait pu être Uncle Howdy, mais lors du dernier SmackDown, on a eu un QR code où vraiment on voyait la silhouette. On voyait pas sa tête, mais on voyait tout le reste du corps et c'était vraiment les habits de Uncle Howdy avec vraiment des messages cryptiques nous disant que bientôt nous allons découvrir et nous allons voir et la porte est ouverte. Et si on le sait bien, c'est Bray Wyatt qui avait commencé cette tendance de porte ouverte avec le Fire Fun House et son entrée bien sûr vers la fin avant qu'il disparaisse. Il y a 2 semaines, un truc qui ne n'était pas passé encore est arrivé. On a eu un QR code lors de NXT. Donc normalement, les QR codes tease, comme j'aime l'appeler, de Uncle Howdy se déroulaient simplement à Raw et SmackDown. Mais cette semaine-là, on en a eu un à NXT et ça a fait beaucoup jaser. On a pensé même que peut-être ça faisait référence à une personne de NXT qui pourrait faire partie de cette nouvelle famille en route vers la WWE. Dans un certain QR code aussi, on a pu voir une vidéo où on avait un texte qui se trouve sur la Statue de la Liberté à New York. Faut se rappeler que la Statue de la Liberté a été un cadeau offert par la France aux États-Unis. Donc, ça nous avait fait penser que peut-être Uncle Howdy aurait pu faire un retour à la WWE lors de Backlash qui se déroulait en France. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et encore par après, le lundi, on a encore eu un QR code. Donc, pour le moment, on ne sait pas vraiment quand est-ce que le retour sera dévoilé. Mais ce qu'on sait, c'est que ça fait plusieurs fois dans les glitches qu'on nous montre que bientôt, on découvrira qui est vraiment cette famille. Il y a beaucoup de spéculations pour savoir quelles personnes vont suivre Uncle Howdy dans cette nouvelle faction. Et pour moi, j'ai peut-être déjà la réponse, bien sûr.
Donc, on sait et on a appris que Eric Rowan avait signé un nouveau contrat à la WWE. Donc, on peut vraiment penser qu'Eric Rowan fera partie de cette nouvelle famille avec Uncle Howdy. Puisqu'on a eu un code et un glitch lors de NXT, la première personne qui vient à notre tête, c'est Joe Gacy. Il y a aussi 2 autres qui pourraient s'ajouter, Dexter Lumis et Nikki Cross. Celle qu'on est moins sûr ou qu'on ne sait pas encore vraiment quand est-ce qu'elle pourrait faire ses débuts avec la nouvelle famille, c'est Alexa Bliss. On se rappelle, Alexa Bliss, vers la fin, avant que Bray Wyatt malheureusement nous quitte, était dans un, si on veut, genre de feud avec Uncle Howdy. Donc, ça serait normal qu'elle revienne et qu'elle fasse partie de cette faction. On sait qu'elle a travaillé beaucoup avec Bray Wyatt aussi lors de son ascension en tant que Fiend. Donc, ça serait vraiment normal de voir Alexa Bliss faire partie de cette faction. Est-ce qu'on la verra en tant que Bliss ou en tant que Sister Abigail qu'on n'a jamais vu encore dans la WWE? Ça reste encore à voir. Ça va être quelque chose qui va être vraiment intéressant à suivre dans les prochaines semaines encore, en espérant bien sûr que la WWE ne fait pas trop nous faire attendre et qui nous dévoile vraiment le personnage et toute l'histoire qu'il y aura en arrière de cette nouvelle faction. Finissons notre portion WWE en parlant du dernier pay-per-view qui s'est passé en France, le Backlash. Donc le premier match de ce Backlash a été Solo Sikoa et Tama Tonga contre Randy Orton et Kevin Owens. Ça a été un match au tout début où c'était supposé d'être un match tag team bien normal, mais avant même que le combat commence, les 2 équipes se sont attaquées hors du ring. C'est alors que le directeur général de SmackDown, Nick Aldis, est sorti d'en arrière et a annoncé que le match serait maintenant un Street Fight match. Et ça a vraiment été un très bon combat pour commencer la carte. Pendant plusieurs minutes, les 4 combattants se sont battus hors du ring et sont même allés se battre dans la foule. Ça a été extrêmement violent comme match. Beaucoup de coups de poubelle, kendo stick, des tables qui ont été sorties. Au tout début du combat, vraiment, c'était Randy Orton et Kevin Owens qui avaient l'avantage sur Solo Sikoa et Tama Tonga. Et ça s'est révélé avec un RKO de Randy Orton à Solo Sikoa sur la table de Michael Cole, qui a un peu, si je pourrais dire, sorti Orton et Sikoa du combat, ce qui a permis à vraiment Kevin Owens et Tama Tonga, qu'on n'avait pas encore vu vraiment se battre en action dans un live event, montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et ça a été un combat extrêmement violent. Après avoir été RKO sur la table, Sikoa était vraiment hors du combat et Orton ne bougeait même plus sur la table. Ça a permis vraiment à Kevin Owens de prendre les devants sur Tama Tonga et de l'envoyer de la 3e corde sur 3 chaises dans le ring. On pensait alors que le combat allait se terminer ici, mais comme on le sait, lorsque la Bloodline est dans un match, il y a toujours quelque chose de surprenant qui peut arriver et tout d'un coup, alors que l'arbitre était en train de compter le 1, 2, 3, Tonga Loa, le frère de Tama Tonga, est sorti d'en dessous du ring, a enlevé l'arbitre et vraiment c'est là que le Bloodline a repris le contrôle. Solo Sikoa a fini par exécuter le tombé sur Kevin Owens pour la victoire pour le Bloodline. Donc, encore une fois, comme Chloé en a parlé un peu plus tôt, le Bloodline qui rajoute un autre membre à son équipe sans vraiment savoir qui est vraiment the head of the table depuis la défaite de Roman Reigns. Et de plus en plus, que le Bloodline avance dans le temps, c'est beaucoup plus violent ce qui se passe dans cette faction. Donc, ça reste vraiment à voir ce qui va se passer pour la suite.
Par la suite, on a eu le Triple Threat pour le WWE Women's Championship entre Bayley, Naomi et Tiffany Stratton. Honnêtement, pour ma part, j'ai trouvé que ce combat-là a été vraiment, pas botché, mais je dirais, n'a pas atteint les attentes que j'avais. Ça a été un match vraiment un peu bizarre. Beaucoup de tomber lorsqu'il n'y avait eu aucun mouvement de la part des autres filles. Ça a été vraiment un match court. Je dirais quand même assez plate. Ça a été une victoire quand même de Bayley. On n'est pas vraiment surpris. Elle qui a gagné à WrestleMania. Je voyais vraiment mal le fait qu'elle pourrait perdre son titre aussi vite. Ça a été quand même une belle façon de montrer les talents de Tiffany Stratton, qui est une ancienne gymnaste. Donc on voit vraiment qu'elle est à l'aise dans le ring. Mais je dirais que ça a été avec le match pour le Tag Team Championship des femmes, un match extrêmement décevant dans cette soirée. Passons maintenant au World Heavyweight Championship entre Damien Priest et Jey Uso. Ça a été l'un des matchs, un des meilleurs matchs, je dirais, de la soirée et depuis bien longtemps. Ça a été une entrée spectaculaire de Jey Uso dans la foule avec tous les Français qui brandissaient leur téléphone et leur lumière. Donc ça a vraiment été une entrée exceptionnelle. Ça a été aussi un match extrêmement intense. Jey Uso qui était sur le point de remporter le World Heavyweight Championship, mais comme on le sait, c'est tout comme la Bloodline, quand le Judgment Day est dans un match, il y a toujours de l'interférence qui se passe, et c'est ce qui est arrivé. JD McDonough et Finn Balor sont venus aider Damien Priest, malgré que celui-ci leur a demandé de ne pas interférer dans le match. Et c'est ce qui a coûté la victoire à Jey Uso, dans le fond, l'interférence des deux. Donc Damien Priest qui réussit à retenir son championnat, mais j'ai l'impression que ça ne durera pas très longtemps, cette complicité entre le Judgment Day. On a vu d'ailleurs à la fin du match, Damien Priest était vraiment en colère contre JD McDonough et Finn Balor. Par la suite, le co-main event, c'était les WWE Tag Team Titles qui étaient en jeu, donc de Kabuki Warriors qui étaient les championnes, qui affrontaient Bianca Belair et Jade Cargill. Pour moi, avant le match, je me disais que s'il y avait un championnat à changer, c'était vraisemblablement celui-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, ça a été un match un peu, je dirais, décevant. On a appris par la suite que Asuka était blessée. Elle a quand même combattu malgré une blessure, donc faut lui donner. À ce que j'ai vu, c'était extrêmement douloureux comme blessure, donc il faut lui donner le fait qu'elle a quand même réussi à se battre et à performer devant tout le monde malgré cette blessure. Ça a été une très grosse performance de la part de Jade Cargill. On le sait, c'est quelqu'un qu'on attendait depuis bien longtemps dans la WWE et elle-même attendait depuis longtemps son arrivée. Et vraiment, ça a été une performance exceptionnelle et elle nous a vraiment montré pourquoi, pour elle, c'est vraiment la meilleure lutteuse au monde. Donc, ça a été une victoire de Cargill et Belair qui sont maintenant les WWE Women Tag Team Champions. Ce qui va être intéressant dans le cas de Belair et Cargill, c'est que les deux font partie du Queen of the Ring Tournament et risquent fortement de s'affronter en demi-finale. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec eux. Ils sont champions ensemble, mais risquent de s'affronter pour être Queen of the Ring. Donc, ça reste à voir dans quel sens la WWE va aller pour ces deux superstars. Le main event maintenant, c'était AJ Styles contre Cody Rhodes pour le Undisputed WWE Championship. Et vraiment, ça a été un match exceptionnel de la part des deux. Je tiens à préciser aussi que le public français est un public extraordinaire. Pendant tout le combat, le caméraman avait de la difficulté à bien filmer tellement l'aréna était en feu. Et malgré que ce soit Cody Rhodes qui était le champion, on pouvait entendre dans la foule « Il est vraiment phénoménal ». Alors, les Français aimaient particulièrement AJ Styles aussi.
Ça a été un combat extrêmement chaud, extrêmement bien disputé, mais AJ Styles est arrivé à court. C'est pas vraiment une surprise. On s'attendait pas vraiment à ce que Cody Rhodes perde son titre, mais ça a été extrêmement bien fait. Et chapeau encore une fois à Cody Rhodes qui continue son histoire dans cette nouvelle ère. Merci beaucoup Étienne et nous pouvons maintenant passer à notre film The Spy Who Loved Me qui était sorti en 1977, pas en 1974, petite erreur de ma part. Donc en résumé, dans ce film, James Bond va partir à la traque d'un mystérieux microfilm qui permettrait de traquer les sous-marins nucléaires des blocs de l'Est et de l'Ouest, parce qu'encore, petit rappel, ces films se déroulent au moment de la guerre froide. Et c'est d'ailleurs, pour la première fois depuis From Russia With Love, que James Bond va s'allier aux Russes. Pour être exact, l'agente triple X, Anya Amasova, du KGB, avec laquelle il va faire une alliance tendue. Et cette alliance tendue va les mener vers Karl Stromberg, un mégalomane qui va tenter d'utiliser l'arme nucléaire afin de forcer l'humanité à vivre sous les eaux de l'océan. Bon, déjà pour commencer, je ne sais pas si on l'avait mentionné avant, mais les films de James Bond sont basés sur des romans du même nom de Ian Fleming. Et The Spy Who Loved Me, le livre, n'a rien à voir avec le film. Le livre est écrit à la première personne, mais pas du point de vue de James Bond. C'est en fait du point de vue d'une Bond girl, une femme canadienne qui essentiellement fait un road trip aux États-Unis qui va finir par rencontrer James Bond aux 2/3 du récit, au moment où 2 criminels sont sur le point de l'agresser. Alors que de l'autre côté, le film, comme j'ai résumé brièvement, l'histoire est complètement différente. James Bond va s'allier à Mademoiselle Amasova du KGB pour trouver un microfilm qui permet, comme je l'ai dit, de déterminer le trajet des sous-marins nucléaires, ce qui va plus tard les mener à ce monsieur Stromberg, qui est obsédé par la vie sous-marine et surtout par la vie humaine sous les eaux de l'océan. On a vraiment passé de The Man with the Golden Gun vers The Spy Who Loved Me, un film de James Bond un peu moins, je vais dire tata, parce que The Man with the Golden Gun, ça a un peu des moments un peu niaiseux, mais ça a son charme. The Spy Who Loved Me, on est vraiment rendu dans un film qui a vraiment une histoire extrêmement intéressante et vraiment divertissante. Un fait un peu mauvais de ce film, contrairement à The Man with the Golden Gun, qui lui a potentiellement le meilleur méchant dans l'univers de James Bond. Stromberg dans The Spy Who Loved Me est vraiment... C'est pas le pire. On en a vu des pires dans l'univers de James Bond. On va en voir des pires, d'ailleurs. Plus on va avancer dans les films. Mais c'est vraiment pas celui qui steals the show. Parce qu'on sait tous que celui qui steals the show dans ce film-là, c'est requin. On va tous se l'avouer. Mais vraiment, c'est pas... Stromberg, c'est vraiment pas le top méchant. Je veux dire, son plan peut être intéressant, utiliser la force nucléaire pour habiter sous l'eau, c'est très mégalomane. C'est pas vraiment le vilain qui est le plus captivant ou le plus divertissant à mes yeux, en tout cas. Ce qu'on peut vraiment dire, c'est que Karl Stromberg manque vraiment de charisme, vraiment. C'est quelqu'un qu'on voit, je prends l'exemple comme quand on le voit la première fois, lorsque le docteur et le professeur viennent dans la salle et où il va exécuter sa secrétaire qui avait vendu, elle, les plans à un Égyptien, qu'on parlera un peu plus tard. C'est vraiment quelqu'un qui reste assis, qui est calme, il n'y a pas vraiment de mouvement, on sent pas vraiment sa méchanceté, parle calmement, vraiment. Donc, c'est un méchant, oui, mais on dirait pas vraiment que c'est lui le méchant. Vraiment, c'est un manque
vraiment de charisme et vraiment, comme on pourrait dire, de méchanceté dans son cas. Comme à mon habitude, je vais m'attaquer à la musique du film qui est vraiment grandiose. Donc, la chanson thème qui est chantée par la grande Carly Simon, une artiste très très populaire des années 70. Elle chante Nobody Does It Better, qui est honnêtement une des plus belles chansons de l'univers de James Bond. Cette chanson a d'ailleurs été nommée pour un Oscar de la meilleure chanson, mais elle a été vaincue par la chanson You Light Up My Life. John Barry, qui est le compositeur vétéran pour les films de James Bond, n'était pas disponible pour ce film. C'est Marvin Hamlish qui a composé la musique du film et il a vraiment pas déçu. John Barry, qui est évidemment quelqu'un qu'on peut pas vraiment remplacer, quand même compositeur du fameux thème de James Bond que n'importe qui peut chanter, ou marmonner, ou peu importe. Mais Hamlish a vraiment fait un très bon travail. Sa composition de Nobody Does It Better, c'est dans mon top 5 de mes chansons préférées de James Bond, personnellement. Comme dans la plupart des films de James Bond, il y a souvent des clins d'œil à certains autres films qui se sont passés auparavant. Je pense entre autres à la bataille dans le train avec Requin. Ça fait beaucoup penser à celle avec T.E. dans Live and Let Die et aussi dans celle avec Grant dans Bon baiser de Russie. Aussi, la scène où ils sont sous l'eau avec la voiture, dans le fond, ça fait beaucoup penser aussi aux scènes dans Opération Tonnerre, où il y a la bataille avec les hommes harpons, si on peut le dire. La seule différence, bien sûr, c'est que cette fois-ci, James Bond est dans une voiture au lieu d'être lui-même dans l'eau. Un autre parallèle en lieu au film précédent qu'Étienne n'a pas mentionné, ce serait un parallèle en lien avec Diamonds Are Forever. Dans Diamonds Are Forever, tous les individus qui rentrent en contact avec les diamants qui vont ultimement rentrer en possession de Blofeld sont exécutés. Dans The Spy Who Loved Me, c'est la même chose, sauf que c'est avec le microfilm. Toutes les personnes qui ont été en contact soit avec le microfilm en lui-même ou soit avec les plans du microfilm sont tuées. Donc ces personnes incluent la secrétaire de Stromberg au début du film, suivi par le professeur et le docteur qui se font exploser dans l'hélicoptère. Il y a ensuite Fekesh ainsi que la dame qui se trouvait dans son appartement, qui a été tuée par Shandor, l'un des hommes de main de Stromberg. Lui-même Shandor se fait tuer par Bond. Suite à cela, il y a Max Kalba qui lui-même détient le microfilm et qui se fait tuer par Requin, qui est un nouveau personnage introduit dans la série avec Roger Moore. Et il y a un second personnage qui se fait tuer par Requin. Cette fois-ci, se fait tuer lors d'une projection sur l'histoire des pyramides et sur la tombe de l'un des pharaons. Moi, j'ai trouvé le film bon. J'ai beaucoup aimé le personnage Requin. Le film, comme j'ai dit, était bon, mais c'était pas dans mon top 5, mais c'était meilleur que lui d'avant. Sinon, j'aimerais ça parler de la montre. Le film marque l'arrivée d'une nouvelle gamme de montres. Il a porté la montre Seiko après avoir juste porté des Rolex. Sa montre est équipée d'une fonction Telex, qui est la fonction dont vous avez vu lorsqu'il reçoit un message de M. Dans le fond, c'est qu'il y a un petit message qui sortait de sa montre. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Sinon, quelques erreurs du film. À la 31e minute, lorsque James Bond rentre dans le tombeau égyptien pour découvrir le corps sans vie de Fekesh, il a une Beretta 1934 comme pistolet à la main. Lorsqu'il se retrouve agenouillé près du cadavre, il a un autre gun, il a un PPK à la main. Sinon, vers le milieu du film, lorsque sa Lotus Esprit saute dans l'eau, le dessous de la voiture est normal, puis lorsque le plan y change pour montrer la voiture sous l'eau, le dessous est devenu blanc et uni. Fait que ça, c'est un autre petit détail que j'ai remarqué pendant le film. Une des meilleures intros d'un film de James Bond se passe dans ce film-là.
The Spy Who Loved Me. Donc au début du film, Bond est en mission en Autriche, où est-ce qu'on voit justement la montre que Chloé nous parlait précédemment. Et s'ensuit une poursuite de ski, parce que la fille avec qui il couchait, eh ben, c'est une agente russe elle-même, donc c'est des agents russes qui tentent d'intercepter Monsieur Bond en ski, et en voilà une autre belle scène de ski d'ailleurs, de chasse de ski, qui sera pas la dernière de Roger Moore d'ailleurs. En tentant de se défendre, bien évidemment, avec son bâton de ski, qui est en fait une arme à feu, il réussit à tuer un des agents russes avant de sauter d'une falaise et d'enclencher évidemment son parachute avec le symbole du Royaume-Uni. Et c'est là que la chanson de Carly Simon embarque. Mais cet espion russe-là qui est tué, c'est en fait l'amant de Amazova dans le film, Sergei Barsov de son nom. Donc, l'espion qui m'aimait, c'est en fait Sergei Barsov, qui est l'homme de la vie de l'agente Triple X Amasova. C'est d'ailleurs l'une des fois où est-ce qu'on va mentionner le mariage de 007 dans ce film. Lorsque Amasova décrit, en fait, James Bond, il dit agent 007, permis de tuer, anciennement marié. Et c'est là que, évidemment, Bond tente de cacher comment il se sent par rapport à la mort de Tracy, qu'on a vu dans le film Au service secret de Sa Majesté. Mais c'est pas la première fois qu'on va l'entendre, qu'on va revivre l'expérience, si on veut, du mariage de James Bond. On va aussi le revoir dans le film Rien que pour vos yeux. Mais c'est une des fois où est-ce qu'on va rementionner le mariage de Tracy, qui est ancré dans les films de James Bond. C'est vraiment un événement qui est officiellement arrivé et qu'on va répéter par moment dans les films de James Bond, qu'on va le rappeler. C'est d'ailleurs la première fois qu'on va voir un personnage récurrent dans les films de Roger Moore, Smithers, qui est je pense, un agent du MI6 ou un gars de la marine. Mais dans le fond, c'est un homme qui va aider 007 dans sa mission, dans The Spy Who Loved Me, quand ils vont s'attaquer aux hommes de Stromberg dans le sous-marin, quand il y a la grosse fusillade. Et on va aussi le revoir dans le film Octopussy, quand Q teste ses gadgets, et c'est Smithers qui teste la poignée de porte qui s'ouvre violemment sur un mannequin. Donc Smithers et Bond, qui est honnêtement une relation assez sous-estimée dans les films de James Bond. C'est quand même une très bonne chimie. Un autre personnage récurrent qui est introduit dans The Spy Who Loved Me est le personnage du général Anatole Gogol, qui est interprété par le feu Walter Gottel. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs apporte une facette, j'ai envie de dire, positive à l'URSS, parce que, encore une fois, les films de James Bond ont été créés au cours de la guerre froide, où il y a une grosse tension entre les blocs de l'Est et entre le bloc de l'Ouest et l'Ouest, entre le monde capitaliste et le monde communiste. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que l'un des deux pays qui ont créé les films de James Bond, ce sont les États-Unis, qui sont reconnus pour la peur rouge, qui est cette psychose en rapport au communisme. Ils sont simplement terrorisés par l'idée du communisme. Mais pourtant, ils introduisent un personnage qui comme je l'ai dit, qui apporte une facette positive à cette société, en fait, au sein du personnage du général Gogol. Et ce personnage va réapparaître dans plusieurs autres films, dont For Your Eyes Only, Octopussy, Moonraker, que certaines personnes critiquent, mais que personnellement j'aime bien, malgré son côté assez un peu farfelu et over the top, si je peux me permettre. Un autre détail par rapport au film, c'est qu'il y a beaucoup de lieux différents. C'est ce que j'appelle, c'est vraiment un James Bond globetrotter. On commence
En fait, techniquement, on commence en mer, à bord du sous-marin anglais, qui se fait capturer par le sous-marin de Stromberg, qui est maquillé sous forme de navire. Que d'ailleurs, James Bond, lorsqu'il voit la maquette, réalise que ce navire n'a jamais fait part au cours des 9 mois depuis son entrée en mer. Suite à cela, on saute aux montagnes enneigées de l'Autriche, où il y a comme Jamie l'a dit, la première, mais non la dernière, poursuite en ski avec Roger Moore. Suite à cela, nous sautons en Égypte, où l'une de mes scènes préférées, l'une de mes séquences préférées, c'est au milieu des ruines d'un temple égyptien avec une scène magnifique, où il y a en fait un plan large, où l'on voit James Bond marcher entre deux colonnes. C'est un plan de caméra qui est vraiment magnifique. Et suite à cela, nous passons en Italie, là où se trouve Stromberg. D'ailleurs, ils ont découvert que Stromberg était localisé en Italie après avoir analysé le microfilm qui s'est avéré n'être qu'un appât parce que toutes ses composantes avaient été retirées. Donc oui, dans l'ensemble, un autre James Bond globetrotter, qui est une des facettes de ces films que j'aime beaucoup lorsqu'on voyage dans plusieurs endroits dans le monde. Donc, comment se conclut ce film? Eh bien, tout d'abord, Amasova et James Bond se font capturer par Stromberg. Tout d'abord, James Bond et Amasova étaient à bord d'un sous-marin américain, le USS Wayne, qui, comme le sous-marin anglais au début du film et un autre sous-marin, un sous-marin russe, qui était capturé en même temps au début du film, se font capturer par le Liparus, le sous-marin maquillé en navire de Stromberg. Et c'est là que Stromberg révèle son plan. Il a l'intention d'utiliser les missiles nucléaires à bord des 3 sous-marins pour les faire... Enfin, à bord de 2 des 3 sous-marins pour les faire détonner sur New York et Moscou afin de déclencher une apocalypse nucléaire, afin de forcer la race humaine à vivre sous l'océan. Et avant de mettre son plan en exécution, juste pour être un parfait connard, Stromberg prend Amasova en otage et la porte avec lui à bord de sa base, l'Atlantis. Mais évidemment, James Bond réussit à libérer l'équipage de tous de 2 navires, du sous-marin anglais et du sous-marin américain. Dans une séquence qui ressemble beaucoup à celle de You Only Live Twice. Je vous jure, lorsque James Bond arrive dans un petit kart sur un rail, et je vous jure, le plan de caméra est presque le même que dans You Only Live Twice. Un plan de caméra vraiment similaire. Donc, après un long combat qui fait également écho à celui dans You Only Live Twice, James Bond et l'équipage américain arrivent à la salle de contrôle du Liparus, qui est le nom du sous-marin géant. Et le plan de James Bond, comme il voit que les 2 sous-marins sont déjà à portée de leur cible, eh bien, c'est de changer leurs coordonnées. Il fait en sorte que les sous-marins envoient les missiles nucléaires afin qu'ils tirent les missiles nucléaires l'un sur l'autre. Et c'est ainsi que cette apocalypse nucléaire est avortée. Après s'être sauvé à bord du USS Wayne, le sous-marin reçoit l'ordre de détruire l'Atlantis, mais avant cela, James Bond plaide au capitaine de lui donner un délai de temps afin de pouvoir aller sauver Amasova. À bord d'Atlantis, James Bond réussit à tuer Stromberg en tirant dans son harpon qu'il avait dissimulé sous sa table. S'ensuit alors une poursuite pour essayer de retrouver Amasova, mais avant cela, James finit par tomber sur Requin, qu'il fait tomber dans l'aquarium de Stromberg, en espérant qu'il se fasse bouffer par un requin, mais ce dernier réussit à tuer le requin. Suite à cela, James réussit à trouver Amasova, il la libère,
Et avant que l'Atlantis ne coule, dû à une attaque par le sous-marin USS Wayne, tous les deux réussissent à se sauver dans une capsule de secours, tandis que Requin est vu pour la dernière fois, à la fin du film, en train de nager au-delà de la base qui est en train d'être coulée. Et au final, le film se conclut avec James et Amasova qui sont, j'ai envie de dire, en débat face aux yeux de M et de Gogol qui sont complètement juste abasourdis par ce qu'ils voient. Et lorsque le secrétaire d'État Frédéric Gray demande à James ce qu'il est en train de faire, eh bien James lui répond « Mais je maintiens la part de l'Angleterre, monsieur. » Ferme les rideaux et c'est là que le film se conclut avec la musique du film. Et sur ce, mesdames, messieurs, cela conclura ce nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. J'espère, comme d'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti avec ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Laissez un like, abonnez-vous, laissez un commentaire. Laissez un commentaire quel genre de film ou de sujet sportif vous voudriez qu'on parle prochainement, ça serait apprécié. Et encore une fois, merci de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée.